Salut tout le monde! Un angle mort. Hey, je me suis levé de bonne heure ce matin. Boy! Genre 5h30, je t'ai levé. Je sais pas ce qui s'est passé depuis que j'ai jeûné. Depuis dimanche, là, où j'ai comme un 40 heures sans manger. Tabarouette. On dirait que je suis une coche plus crinquée. Je sais pas c'est quoi, là. Ça n'a peut-être pas rapport avec ça. En tout cas, c'est spécial. Alors, aujourd'hui, mon sujet, c'est un article dans la presse où des jeunes étudiants universitaires sont interrogés sur leur diplôme, puis sur les études à distance, etc. Puis moi, ça vient me chercher à mort parce que je vois qu'il y a deux façons de voir ça. C'est que je vais vous expliquer ça d'entrée de jeu, puis après ça, on va élaborer. Puis j'aurai un mot aussi sur la fermeture des comptes Facebook d'Alexis Cossette-Trudel. Alors, l'article, ce que ça fait, c'est que ça fait témoigner 5 étudiants UQAM, partout, là, qui sont actuellement, puis qui expliquent à quel point le rythme d'études est un petit peu brisé actuellement. Moi, j'ai un ami qui est prof d'université, puis lui, il trippe comme un malade parce qu'il dit c'est le même rendement, je dis la même affaire, les étudiants en plus, le cours, ils peuvent aller le rechercher après pour le regarder à nouveau s'il faut, etc. Donc, de son point de vue, c'est fantastique. Puis quand tu transfères l'autre bord, tu as des témoignages d'étudiants qui font « c'est loin d'être si fantastique que ça ». Puis là, bon, la liste des récriminations est longue. Il y a tout le temps du trouble pour que le cours commence. Il y a des cours de 3 heures qui sont résumés en 1. Les frais sont les mêmes. J'ai pas la même interaction que d'habitude, blablabla. Bla, bla, bla. Et là, tout est dans le titre. Parce que tout est toujours dans le titre. Hein? Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça, mais c'est Mick Jagger qui disait « Moi, quand je fais une entrevue pour, par exemple, le Rolling Stone, ça tombe bien, c'est le nom de son groupe. Il dit je donne l'entrevue, je suis très généreux, j'ai jamais compté mes tours, j'ai jamais snobé la presse. Il est allé au début, maintenant ils sont encore là, je les respecte. Je sens qu'il y a une très bonne attitude par rapport à ça. Mais il dit des fois, il y a des journalistes qui font Monsieur Jagger, est-ce que vous voulez relire l'article peut-être? Puis il fait ça m'intéresse zéro. Par contre, il dit je veux tout le temps avoir un droit de regard sur la photo si c'est moi qui fais le cover. Il dit, il n'y a que ça qui m'intéresse. Puis je suis 100% d'accord. Et moi, j'ai résumé ça par la phrase, tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Quand ton titre... Moi, j'ai écrit des livres, là, puis soyez compris, personne comprend. Je trouve ça épouvantable. Pour moi, c'est d'une clarté infinie. Soyez compris, tout est en 2 mots. Puis tout le temps, je me suis fait dire « Ouais, mais ça parle de quoi? » C'est comme « Comment ça parle de quoi? » Ça parle d'être compris. Tu sais? Mais ça, c'est mon erreur. C'est pas l'erreur de l'humanité. Ça fait que tout est dans le titre. C'est que dans cet article-là, c'est une question qui est marquée « Que va valoir mon diplôme? » Et là, tu vois exactement 2 philosophies qui s'opposent. C'est-à-dire, d'un côté, des étudiants pour qui la valeur du diplôme, c'est ce qui a été acquis pendant les études pour l'étudiant. Puis c'est le lieu commun, je dirais. C'est comme tu étudies en droit, puis là, ben, après tu as ton diplôme, ça prouve que tu as maintenant des connaissances en droit, etc. Donc, un diplôme, ça vaut sur ce qu'il y avait avant jusqu'à le moment où tu le reçois. Or, moi, j'ai toujours vu ça exactement comme le contraire. Un diplôme, ça vaut le jour où tu le reçois pour le futur. C'est-à-dire que, très honnêtement, quand tu as ton diplôme en main, c'est pas pour l'accrocher sur le mur puis dire « J'ai enfin fait mon cours de programmation neurolinguistique, je me connais mieux, je connais mieux les gens avec qui j'interagis, etc. Croissance personnelle. » C'est pas ça. Tu as un diplôme en main parce que tu veux qu'il serve à quelque chose. Or, il sert à quelque chose à partir du moment où tu l'as en soi. Le diplôme fait la job en soi. Très peu de monde, quand vous allez aller, après ça, le monétiser, c'est-à-dire faire en sorte qu'il devienne une job. Alors, à moins que vous étudiez juste pour le fun. Mais si vous étudiez pour que ça vous donne une job ou que ça vous donne quelque chose qui sert à avoir une job, dans mon cas, rappelez-vous, moi, quand j'ai été assermenté, je savais que je voulais pas être avocat. Mais j'ai tout fait ça uniquement pour avoir le titre. Parce que je savais qu'après ça, ça allait m'aider d'avoir le titre. Les gens me disaient souvent, « Ah, ça doit t'aider dans ta job de gérant d'artiste d'être avocat, tu sais, les contrats. » J'ai dit, « Ben oui, ça m'aide au bout. Je connais plein d'avocats maintenant. » Parce que c'est ça, la réalité. Fait que c'est complètement 2 approches différentes.
les étudiants là-dedans, les récriminations qu'ils ont, je trouve qu'ils sont totalement légitimes. Mais dans la vraie vie, je suis sûr qu'il y en a qui auraient pu dire « Hey, sais-tu quoi? Maintenant, là, ce diplôme-là, la dernière année, là, on tourne les coins ronds à mort. Je vais avoir exactement le même papier de l'Université de Montréal accroché à la même place que j'aurais eu, mais ça s'est fait en criant lapin. Parce que la dernière année, je partais des cours, j'ai regardé quand ça m'a donné, je n'étais pas obligé d'aller aux cours, etc. J'ai fait plein d'autres projets à travers. La démarche que j'ai exactement faite. Puis quand tu étudies au HEC, tu penses-tu vraiment que les entreprises, après, vont faire des tests pour savoir si réellement tu as fait tes cours de management, puis je veux savoir qu'est-ce que tu as appris? Personne. Absolument personne. Ça fait que c'est vraiment deux philosophies hallucinantes qui se recoupent. Une, je dirais, qui est très féminine, c'est-à-dire l'assiduité, la qualité de ce qu'on fait dans la vie, etc. Grande qualité. Puis l'autre qui est plus masculine, entrepreneuriale, puis là je caricature, mais je veux dire, vous comprenez les bulles, là. Entrepreneuriale, genre, OK, go, on y va, let's go. Mais je l'ai vécu toute ma vie pareil. Je veux dire, je l'observe, ça. C'est-à-dire, combien de fois j'ai vu des filles qui étaient extrêmement à niveau, hésiter au bout. Combien j'ai vu de filles, moi, qui me disaient « Ouais, là, je m'en vais faire ma maîtrise pour être sûr que je faisais... » Mais t'es déjà une bombe. T'es déjà au top de tes compétences. Tout le monde le reconnaît. C'est ton problème. Tu vas chercher un MBA, c'est pas pour flasher, c'est parce que tu juges que t'en as pas assez. C'est encore la confiance qui est en jeu. Puis cet article-là m'a interpellé à mort là-dessus. Parce que, je veux dire, sérieusement, qu'est-ce qui va valoir ton diplôme? Il va valoir exactement la même chose que l'an passé. Il n'y a personne, il y a 1% des employeurs qui vont dire « Elle, c'est la cohorte 2020. » Puis la cohorte 2020, là, des fois, là, leur Zoom, ils ne partaient pas à temps, puis personne. Ça n'arrivera pas. Ça fait que c'est vraiment une façon de voir complètement différente. Puis moi, j'ai tendance à dire, si vous êtes étudiant actuellement, puis que ça se fait par Zoom, etc., puis tout, criez « Hourra, quelle chance! » Puis là, je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. Quand j'ai étudié au barreau à Québec, donc quand j'ai eu fini mon bac, en 89, je pense, j'ai fait barreau 90-91. Une affaire de en tout cas, mon diplôme, mon assermentation, tout ça, c'est mai 91. Donc, c'est au courant de l'année, automne 90, puis hiver 91. Pendant 4 ans, si je me souviens bien, ça a duré 4 ans, le barreau a fait une réforme. OK? Écoutez bien là, ce que je vous dis, là, ça a exactement rapport. Le barreau a fait une réforme à ce moment-là, où est-ce qu'ils se sont dit, on va arrêter de faire une espèce de résumé des années de bac, ce qui était le propre du barreau depuis son existence, puis on va montrer aux étudiants comment pratiquer le droit, et non pas comment s'assurer qu'ils ont bel et bien retenu, puis faire, dans le fond, une espèce de vérification. Alors, pendant ces 4 ans-là, dont moi, j'ai été, mettez le verbe où vous voulez, est-ce que je l'ai subi ou bien je l'ai heureusement eu, peu importe, on avait pu un autre cours de fiscalité, un autre cours de constitutionnel, un autre cours de droit civil, d'obligation, de criminel. Les gens qui ont réformé l'école du barreau, à ce moment-là, ils se sont dit, ils viennent déjà de sortir de ça. Puis ils l'ont passé. Si tu arrives au barreau, c'est parce que tu as ton bac. Fait que ça veut dire qu'ils l'ont eu, ils l'ont pas échoué. Donc, on va pas en remettre une couche. Parfait. On va leur montrer c'est quoi gérer un bureau, faire un interrogatoire, plaider. On va leur montrer non pas c'est quoi le droit, on va leur montrer c'est quoi pratiquer comme avocat. Et la prémisse de ça, moi, je la trouve encore aujourd'hui très pertinente. C'est une école professionnelle. Tu rentrais là, tu avais ton diplôme en main, tu as fait 3 ans de droit, tu as fait 96 crédits, je pense que c'était. Puis là, tu t'apprêtes à avoir un dernier 6 mois, plus après ça, une dernière année, puis 6 mois de stage et tout. Honnêtement, je trouve que la formation est très, très, très valable. C'est pas vrai, là, tu sais, des fois, je peux être critique envers une chose ou l'autre, mais là-dessus, top. Mais pendant ces années-là, les cours en question étaient souvent très faciles. Très, très, très facile. Tu sais, je veux dire, sérieux, de un, ils prenaient les présences, parce que probablement qu'il y a du monde qui aurait fait, moi, le premier, genre, ben, regarde, m'a dire ce cours-là, là, m'a y aller une fois ou deux juste pour dire. Ils prenaient les présences, il fallait que tu sois là à tous les cours. Mais il n'y avait pas rien à faire de devoir particulier ou rien de ça. Donc, c'est un 4 ans où on a eu droit, si tu veux, à un passe-droit par rapport au fait que, et là, c'est le point névralgique de ce que je veux vous dire,
C'était extrêmement difficile de passer le barreau. Personne ne le passait du premier coup. Tout le monde, sauf exception, échouait au moins un cours qu'il fallait que tu reprennes. C'était raide dans ta barouette. Je peux-tu vous dire qu'un gars comme moi, qui n'était pas là pour être avocat, puis pour qui c'était pas si important que ça d'avoir toute la matière, mais que c'était d'aller chercher le diplôme, je peux-tu vous dire que l'ancien barreau, je suis même pas sûr si je l'aurais passé. Je suis même pas sûr. Ouais. Dans le sens qu'avec ce qu'on me disait à quel point c'était tough, boy, peut-être que j'aurais fait, hey, sais-tu quoi, j'ai bloqué là. J'ai tout fait mon bac, puis arrivé là, j'ai bloqué. Ou peut-être qu'au contraire, il m'aurait obligé à plus de... Je sais pas. Mais je suis tombé dans le crack. Je suis tombé pendant les quelques années où tout à coup, ils ont refait un programme. Puis ce programme-là a manifestement pas tenu la route parce que j'en parle au passé et après, ils sont revenus avec un programme qui, aujourd'hui, on m'a pas... J'ai pas d'écho à savoir si c'est extrêmement dur ou facile, je sais pas. Mais je sais juste que moi, je suis arrivé. Donc, vous voyez parfaitement le parallèle avec ceux qui, aujourd'hui, sont en train d'avoir des cours où, à quelque part, clairement, le taux d'échec sera pas plus élevé qu'avant. Au contraire, c'est bien sûr qu'on comprend qu'il y a des indulgences à droite, à gauche, puis que les étudiants vont trouver peut-être qu'eux autres ont, comme ceux qui sont dans l'article, des étudiants modèles qui sont, comprends-tu, qui veulent s'absorber du grand savoir de leurs professeurs, etc. Puis j'ai payé, j'en veux pour mon argent. Très, très légitime. Très légitime. Je lève la main, bravo. C'est comme vous êtes soucieux d'aller là pour les bonnes raisons. Sérieusement, je ne suis pas en train de les critiquer. Je suis en train de dire qu'au final, arrêtez de dire que le diplôme va moins valoir, c'est faux. C'est faux. Le marché du travail n'a pas ce critère-là. C'est un critère d'étudiant, ça. C'est pas un critère d'employeur pour lequel vous allez avoir votre bac au HEC ou autre, ou à McGill ou à l'UQAM. Il y a des étudiants qui viennent de partout. Puis oui, peut-être qu'il y a un gars, un Sénégalais, qui dit « Je suis tout seul dans un appart ici, je trouve ça plate. » Mais je comprends très bien, mais quand je me casse une jambe, je trouve ça plate aussi d'avoir un plâtre. Fait que je peux juste focusser sur le plâtre en disant « C'est terrible, c'est épouvantable » ou dire « C'est un passage obligé. » Après ça, chacun fait comme il veut. Mais il reste que je voulais souligner aujourd'hui à quel point il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école rigoriste, là, je dirais, celle qui veut tout le temps que tout soit... Puis je vais chercher de l'info, puis je vais me documenter, puis je vais telle affaire. Parfait, parfait. Je le fais, dans le fond, moi-même. Mais c'est par intérêt. Je veux dire, ce que j'écoute, ce que je lis, etc., je suis pas dans le monde du divertissement quand j'ai du temps libre, sauf pour des films ou autres. Je suis quelqu'un qui aime ça, aller chercher de l'info, c'est mon trip. C'est qu'à quelque part, c'est une façon de se divertir, vous allez dire. Ça fait que je sais c'est quoi vouloir aller absorber du contenu. Je fais juste dire que si vous êtes aux études, au final, ce que vous allez vraiment avoir absorbé, ça ne fera pas la différence au moment précis où vous allez utiliser à bon escient ce diplôme-là. C'est-à-dire lors d'une entrevue, il faut vraiment préciser le processus, là. C'est comme tu as une énorme piscine dans laquelle tu baignes pendant des années pour acquérir un certain savoir, mais l'entonnoir se rétrécit comme un sablier, puis c'est tout petit ce qui va faire la différence. C'est un CV, c'est une entrevue, puis après ça, vous tombez dans une autre piscine, la piscine du terrain, des conversations avec les collègues, de votre capacité à vous adapter. C'est un monde de règles complètement différent quand vous arrivez, que vous sortez du monde académique, puis vous sortez pour arriver dans ce qu'on appelle le fameux marché du travail. Or, ce qu'on regarde, regardez, je vais vous le résumer bien comme il faut. Un diplôme, c'est une douane, OK? C'est un passage obligé. Quand vous allez à la douane, là, est-ce qu'il commence à sortir votre CV? OK, vous arrivez à la douane, là, à la colle aux États-Unis, là, ou en Beauce, là, peu importe. Qu'est-ce qu'il vous pose comme question? Vous allez où? Pourquoi vous allez aux États-Unis? Telle affaire, comprends-tu? En quoi ça a rapport avec... Est-ce que vous connaissez l'histoire des États-Unis, vous, madame? Est-ce que... Puis, alors, vous faites quoi, vous, dans la vie? Ah, vous êtes cuisinière. Parfait. J'ai 3 questions, voir. Quand on met un gâteau à 400 degrés, là, bon, c'est 0. On veut savoir si vous avez un passeport canadien, parce qu'on veut savoir si vous êtes legit. On veut savoir, après ça, où vous allez, pourquoi vous allez aux États-Unis. Est-ce que vous allez venir nous causer du trouble ou au contraire, on vous souhaite la bienvenue, puis en plus, vous allez probablement dépenser chez nous, puis on est très heureux. C'est exactement la même chose.
Un diplôme, c'est un passage aux douanes. Alors, après ça, libre à vous de dire, je veux l'optimiser au maximum. Moi, les années que je passe ces bancs d'école, je veux que ça soit, je veux en avoir le plus pour mon argent. Parfait! Génial! Mais à la question que va valoir mon diplôme, ben, je suis désolé, mais la réponse, c'est exactement la même affaire qu'avant. À peu de choses près. Puis c'est certainement pas l'intensité que vous allez mettre à compenser pour le fait que les cours sont en ligne, qui vont venir changer quoi que ce soit à ça. Comprends-tu? C'est dans la tête de votre employeur que le diplôme pourrait peut-être ne pas avoir la même valeur. Mais moi, je vous le dis, là, il n'y a personne là, qui se dit ça. Là. Surtout dans un marché où, à quelque part, si vous sortez de métiers un peu comme HEC, ETS ou autres, des jobs, il y en a toujours eu, puis à ce que je sache, il y en a encore dans plein de domaines. Là. Moi, vous dire, il n'y a personne qui va commencer à vous dire « Ouais, toi, là, on a des doutes, ça a l'air que Zoom, il ne startait pas tout de suite. » Arrêtez, là. De grâce. Maintenant, un petit mot rapide sur les fermetures de comptes. Alors, ça a commencé avec Dieudonné et Alain Soral en France, que YouTube a banni. Comme par hasard, on n'entend plus parler pantoute, zéro, je ne retiens rien. Moi, je suis sur YouTube à journée longue pendant des heures. Des heures, pour vrai, mais pas des heures nécessairement à regarder des vidéos, mais la musique que vous entendez, etc., je suis tout le temps... C'est vraiment... Je suis un gros consommateur, là, tu sais. Puis je les vois plus, eux autres. Alors, ceux qui l'aimaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous pensez? Bien, ils suivent ailleurs, c'est tout. Point barre. La loi n'a pas dit à Dieudonné d'arrêter de dire ça, ci ou ça. Oui, des fois, effectivement, mais c'est YouTube. Bon, ben là, Facebook vient de dire à Alexis Cossette-Trudel, toi, terminé. Les affaires Quanon, terminé, puis toi, c'est terminé. Bon. Là, je vais vous dire juste deux affaires, parce qu'il n'y a même pas de débat ici. Un, c'est une entreprise privée. Elle fait ce qu'elle veut. Alors, vous aimez ça ou pas, c'est pas son problème. Deux, personne n'empêche à ce gars-là, comme à n'importe qui d'autre, de continuer à dire ce qu'il veut. Il ne dira juste plus sur Facebook. Point barre. C'est que ça vous déplaît peut-être, mais tous ceux qui invoquent « Oh mon Dieu, liberté d'expression », non, 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 non. Mais elle n'est pas, je l'ai déjà dit, je le répète, mais elle n'est pas liberté d'expression et liberté d'être amplifiée. Il n'y a aucun droit à être amplifié de ce qu'on a à dire. Peu importe quoi, que ce soit pro-démocrate, de la bien-pensance pure ou extrêmement controversé, rien. Ça, c'est un. Deux, vous pouvez continuer à le dire. Vous pouvez sortir dehors avec une pancarte, vous pouvez aller devant le Parlement, organiser des manifs, vous pouvez faire ce que vous voulez, partir un blog, vous partir votre propre plateforme où des gens vont vous rejoindre. Aucun problème. Personne, aucune instance a dit à personne « Toi, t'arrêtes, tu n'as plus le droit de dire ça. » Il y a juste une compagnie privée. Et là, ils ont résumé ça en quelque chose d'extrêmement pertinent. Ils ont dit, beaucoup de monde s'informe sur Facebook. On veut que ça soit une source d'information fiable. Et ça, c'est hyper intéressant comme phrase parce que ça me fait penser au fameux « ils ont dit à TV ». Ils ont dit à TV. Moi, c'est plus d'une autre génération, là, je vous dirais. Mais ma propre mère, moi, quand elle me lance ça, je dis tout le temps « Où ça à TV? Mais qui? C'est-tu... C'est-tu Ricardo qui a dit « on dit à TV entre deux recettes de spaghettis » ou c'est un journaliste dans une chaîne... je sais pas, c'est pas pareil. Ça peut être très, très bon ce que Ricardo dit, mais c'est pas la même source pour pouvoir dire « je cite la TV ». Bon, ben le monde dit « j'ai vu sur Facebook ». Fait que Facebook a entièrement intérêt à pas se la jouer. Ah, nous autres, c'est la grande pluralité des opinions, même s'il y en a qui valent zéro, puis d'autres qui sont basés sur rien, ou d'autres qui sont juste justement une interprétation de la réalité. Ils ont entièrement le droit de dire, nous autres, là, on le voit bien que les gens s'informent chez nous. Ça fait qu'on a des critères, puis c'est leurs critères. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, écrivez-leur. C'est une entreprise privée. Ça fait qu'arrêter, la liberté d'expression est zéro atteinte, 0%. Tous ces gens-là peuvent continuer à dire ce qu'ils veulent. C'est juste qu'ils ne peuvent plus le dire sur Facebook. Point à la ligne. Dans mon dernier Varia, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc? Ah oui, ce soir, à 18h30, je fais pour les membres Patreon, je fais un Zoom live en écoutant Occupation Double. Je revis l'année que j'avais fait ça les dimanches à Love Story, 2e édition. Ça fait que ça, j'ai hâte de voir. Je pense que ça va être drôle. Je pense que ça va être drôle de remettre des anciens chapeaux. C'est toujours rigolo. Et voilà, donc, écoute, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? À part ça, j'ai une entrevue avec
en France. Je fais une entrevue que je vais vous mettre après ça sur mon YouTube. Ah, je vais le mettre partout. Dans le fond, je vais le mettre en audio aussi par Zoom. C'est un libraire en France qui... je sais même pas comment il m'a trouvé. En tout cas, bref, il veut me jaser. Fait que, on va voir. Et voilà. Donc, je vous souligne aussi, comme d'habitude, que du lundi au jeudi à 15h, accessible sur fm93.com, avec l'équipe de Bouchard en parle. C'est toujours un segment que je trouve vraiment trippant. Et pour tous les détails, comme d'habitude, le tout nouveau marcboilard.com. Salut tout le monde.